Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter un de nos travaux intitulé Benchmarking Learning Based Iterate Ladder Prediction Methods for Adaptive Video Streaming. Je m'appelle Ahmed Tudili. Ce travail a été fait en collaboration avec Wassim Amidouche, c'est Ahmed Tudza et Rihma. Donc, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi la différence, c'est quoi le video streaming en le comparant avec le téléchargement de vidéo, le video downloading. Donc, le téléchargement de vidéo est un transfert d'un fichier audio ou vidéo d'un serveur vers un client. Et ce fichier ne peut pas être exploitable tant qu'on doit attendre la fin de téléchargement. En contrepartie, le video streaming, c'est un transfert continu de flux audio ou vidéo. Et on a comme avantage que le video streaming peut être en temps réel. Donc, un des plateformes très connues pour le video streaming, on a le Amazon Video Prime, Disney+, HBO Now, YouTube, Netflix et Apple TV+. Donc, c'est quoi exactement le video streaming? L'idée vraiment est simple. On prend la totalité des vidéos, on les découpe sous des petites vidéos, généralement ça s'appelle segments, typiquement entre 2 et 10 secondes de longueur. Et chaque petit segment est encodé et envoyé indépendamment aux autres. Donc, comme ça, on peut encoder une partie de vidéo l'envoyer, on peut directement commencer à regarder, sans attendre le téléchargement de la totalité des vidéos. On peut même commencer à regarder à partir du milieu, à partir de la fin, ce qui n'était pas possible pour le cas de vidéo dans le cas. Donc, passons maintenant à Adaptive Video Streaming. Comme tous on sait, vous connaissez tous que le réseau souffre généralement de fluctuations et la vitesse d'Internet peut être augmentée et peut être diminuée. Donc, lorsqu'on a un faible débit, il est quasiment difficile de regarder une vidéo en utilisant des grandes résolutions. Car encoder une vidéo avec un faible débit et avec une grande résolution peut causer plusieurs artefacts et aussi peut causer un temps d'attente chez les utilisateurs. Donc, l'idée ici est simple, est de préparer plusieurs représentations, plusieurs résolutions au serveur, et selon la condition du réseau de l'utilisateur, on encode et on envoie la résolution qui maximise la qualité tout en diminuant le temps d'attente. Donc, ici, par exemple, comme vous voyez, ici, on a un grand débit, on peut encoder en utilisant la résolution Ultra HD ou Full HD, mais dès que la vitesse d'Internet se diminue, on doit passer par HD et même par SD. Donc, l'idée ici est de choisir le bitrate optimal. Moi, le bitrate, c'est un paire de bitrate résolution. Donc, c'est comme une sorte d'un tableau. Avec un tel débit, on peut regarder la vidéo avec un tel résolution. Vraiment, le framework est simple. Donc, on a des secondes de vidéo. On encode sur plusieurs résolutions, plusieurs débits. Et selon les conditions de réseau, on choisit la meilleure qualité. Donc, la question qui se pose ici, comment on peut choisir ce bitrate? Comment on peut choisir ce tableau-là? La solution la plus triviale, c'est d'utiliser un tableau statique. Donc, comme par exemple, c'est un tableau proposé par Apple pour leur device. Comme vous voyez, on a la résolution, le débit, etc. Par exemple, pour garder une résolution de Ultra HD, on a besoin d'un minimum de 11,6 mégabits comme débit. Ça pour un codec HEVC et 30 fps. On a comme avantage que cette méthode-là est très facile à implémenter, c'est juste un tableau statique, mais en contrepartie, ça peut causer une perte de la bande passante, une perte de la qualité. Une perte de la bande passante signifie directement une perte de l'énergie. La deuxième solution, intitulée PureTitle Encoding, c'était proposée par Netflix à la fin des années 2015, au début des années 2016. L'idée est simple, est de prendre chaque segment et de l'encoder sous plusieurs résolutions, sous plusieurs débits. Donc, cette solution nous fournit un bitrate ladder spécifique pour chaque segment, pour chaque contenu. La méthode est exhaustive, donc on encode sous plusieurs valeurs. Et cette méthode a comme avantage, elle garantit toujours la meilleure qualité, mais en contrepartie, c'est très coûteux en termes de calcul. Par exemple, dans cette scène-là,
on a on axe des Y la métrique de qualité, le PSANA Y, et on a comme débit. Ici, par exemple, avant en cours bleu, c'est la résolution SD, HD, Full HD, Ultra HD. L'idée ici, par exemple, si on a un débit inférieur à point P1, encodé en SD va nous donner une meilleure qualité, même que encodé que HD. Après la point P1, ici, par exemple, utiliser la résolution HD va nous donner la meilleure qualité, comparé au Full HD et à la résolution SD. Et c'est pareil pour les autres. Donc, à partir de point P3, on est sûr qu'encoder en Ultra HD va nous donner la meilleure qualité. Donc, cette méthode est vraiment très, très coûteuse en termes de calcul. Donc, une comparaison rapide entre ces méthodes-là. Donc, ce qui est en violet, c'est le BTD ladder basé sur la méthode statique proposée par Apple. Et en rouge, c'est la méthode exhaustive proposée par Netflix. Ici, on compare par exemple, pour regarder la même scène en Ultra HD, pour la méthode statique, on a besoin de 11,6 mégabits. Alors qu'en utilisant la méthode exhaustive, on peut le regarder à partir de à peu près 2 mégabits. C'est quasiment 5 fois le débit nécessaire. Donc, toute cette partie-là, c'est une perte en qualité, c'est une perte à la bonne façon. Donc, on est face à deux solutions. La première est statique, qui est facile à implémenter, qui n'a pas de coût de calcul, mais va nous causer une perte de qualité et une perte de l'énergie. Et c'est une autre méthode qui va nous donner la résolution optimale, mais c'est très coûteux. Donc, l'idée ici est d'utiliser un modèle de machine learning, un algorithme machine learning, pour prédire ces points-là, les points d'intersection-là de BDLF. Donc, l'idée est simple. Pour chaque vidéo ou pour chaque scène, on extrait des features spatiales ou temporelles en utilisant deux types de features, soit des features handcrafted, Adobe, donc des features à la main, et soit des features basées sur des CNN, sur des backbones CNN. Après, on utilise des modèles de régression et à la fin, on obtient notre BTD ladder. Donc ici, je vais expliquer rapidement comment on a préparé cette framework-là avec la base de données. Donc, on a collecté des vidéos Ultra HD, typiquement des vidéos décompressées en YGB. On fait un downscale vers la résolution SD, HD, Full HD. Comme ça, on a 4 résolutions. On encode sous plusieurs débits. Après, on décode, on fait un upscale de Ultra HD vers la résolution native et on compare la qualité. Comme ça, c'est exactement la méthode proposée par Netflix, la méthode exhaustive. Comme ça, on est sûr d'avoir le BTD optimal. Après, pour le train test, on extrait le feature, on entraîne le modèle et on teste. Donc, on a la base de données proposée, on a collecté 200 vidéos Ultra HD depuis 10 sources différentes. Chaque vidéo est découpée entre des scènes. On ne choisit qu'une seule scène. Et chaque scène est encodée en utilisant le codec HEVC, standard HEVC, sur 4 résolutions et sur 31 QP. 31 QP value. Comme ça, on obtient à la fin un bitstream en total de 24 800 encodés de bitstream. Après, on a élargi la base de données, on a ajouté 100 vidéos, 100 autres vidéos, on a ajouté les 3 codecs, les 3 standards AVC, HEVC et EVC. Donc, pour les résultats, donc, on a testé 4 méthodes de régression. 3 d'entre eux sont des méthodes basées tree-based, donc sont des méthodes basées sur les arbres. L'extra tree regressor, le XGBoost, les random forest regressor. On a aussi testé le Gaussian process. Et pour les backbones CNN, on a testé le DanceNet, VGG16, le Metacon et FishNet. Comme métrique, on a utilisé 3 métriques de corrélation, R-square, SROC et PLCC. Et on a essayé aussi l'accuracy pour calculer le modèle, comment il prédit la bonne résolution sur les 31 QP, les valeurs QP. Et on a calculé le BDR comparé à la méthode exhaustive et à la méthode statique. La première remarque que les méthodes handcrafted
performent mieux que les méthodes CNN. On peut expliquer cela car la base est un peu petite par rapport pour entraîner un modèle quelques milliers de paramètres. Aussi, la méthode X-Ray a nous donné les meilleurs résultats. Par exemple, à la rigueur, c'est de 0,87 par rapport aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné à peu près 18% de la bande passante comparé à la méthode statique proposée par Apple, tout avec une petite perte de 1,4% par rapport à la méthode exhaustive. Donc, finalement, on a proposé une méthode qui est un compromis entre la qualité et la complexité et la bande passante. C'est pour les références et si vous avez des questions, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que tu peux revenir sur la série de résultats avec le gros tableau là? Ouais. Alors tu dis que les modèles basés deep ont des moins bonnes performances parce que la base de données est trop petite. Dans ce cas, est-ce que tu as essayé avec des modèles deep mais genre plus petits? Parce que par exemple, je vois Efficient Neural, c'est un modèle qui est gigantesque. Est-ce que tu as testé par exemple avec des modèles, peut-être qu'un modèle plus petit, du coup, il arrivera à avoir des performances peut-être meilleures? Déjà, ces backboards-là sont pré-entraînés sur Imaginet, donc pas entraînés depuis scratch. On a essayé au début quelques courses CNN, ça n'a pas marché. On a essayé des modèles plus petits, mais vraiment, ces quatre méthodes, ces quatre backboards, nous a donné les meilleurs résultats. Moi, j'ai une question. Est-ce que, du coup, puisque c'est les méthodes avec les features uncrafted qui sont le plus utilisées, est-ce que vous avez regardé un peu quelles étaient les features qui sont sélectionnées pour faire les prédictions? Ici, quelles sont genre, si ma mémoire est bonne sur ce genre de méthode, on donne un certain nombre de features calculables sur les images qui sont utilisées pour faire des choix. Et du coup, est-ce que vous avez regardé quelles étaient les features les plus utiles pour aller prendre la décision de faire telle ou telle résolution? j'ai un tableau qui explique pour les feature importance, mais c'est une vidéo et je vais préparer le document et je peux vous montrer. C'est Spatial Information, Temporal Information ou c'est autre chose? Plusieurs on a utilisé le GLCM, Elef Matrix, on a essayé le Spatial Information, Temporal Information, plusieurs types de features. Et on a montré. Oui, c'est ça. Et les features les plus utilisées, par exemple F11. F11, c'est le temporal coherence. Okay. Le feature le plus important, c'est le temporal coherence. Okay. C'est ça le feature qui est utilisé. Okay. Temporal coherence, c'est quelque chose de similaire. Enfin, c'est quelque chose, je ne connais pas la métrique en elle-même, mais genre, ça regarde s'il a cette dans tous les sens temporellement ou c'est autre chose. C'est la différence entre les frames. Okay. Et il n'y a aucune, parce que finalement, il y a soit l'approche totalement statique, soit l'approche exhaustive et la vôtre. Il n'y a personne qui a tenté de faire des choses à la main, un peu intelligentes, justement en allant à utiliser du machine learning pour concevoir des algos qui vont faire des choix en fonction de ces différentes features potentiellement, notamment. Pour l'instant, les travaux que j'ai réalisés, c'est généralement on utilise des machine learning avec le même principe. Soit il y a une autre solution proposée par Meta. J'ai discuté avec quelqu'un qui travaille sur Meta, avec Meta à ici. Ils ont proposé d'utiliser la méthode exhaustive, mais d'une façon plus intelligente. Ils ont proposé un petit codec B1 qui est hardware, qui est très très rapide à coder, et à chaque segment, ils font l'exhaustive encoding, mais d'une façon très rapide et moins coûteuse. C'est vrai, c'est pas exactement le même encodeur software ou les autres encodeurs, mais c'est à peu près, c'est beaucoup plus efficace que la méthode machine learning, et même c'est moins complexe. C'est de faire un exhaustif simplifié, en fait. Tu vas chercher tous tes points, mais avec un encodeur,
que tu as simplifié au niveau de la configuration. Oui, c'est ça. Qu'ils soient là. Est-ce qu'ils ont moyen de déterminer que bah, on fait l'exhaustif, mais genre si on fait une configuration et qu'on voit qu'elle marche pas, on va pas tester cette après. Genre par exemple, imagine tu testes avec un bouton QP la résolution SD et tu sais déjà qu'elle sera moins bonne qu'une résolution HD par exemple, bah, ça sert à rien d'essayer de faire une plus grande résolution, un plus grand débit encore pour le SD parce que tu sais que ça va moins bien marcher quoi. Petit moyen de fouiller un peu comme ça des Alors, moi, il n'a pas bien expliqué comment ils font, mais il m'a dit qu'ils font les exhausts codec avec les mêmes paramètres pour tous les scènes. Et puisque c'est très très rapide, il m'a montré, c'est comme ça, c'est petit, c'est un codec très petit comme ça, c'est très rapide et efficace. Mais toujours pas en open source. Toujours surprise. Toujours. Si la résolution change à presque à chaque scène. Donc, on a ici, Là, on est à 1080 tout le temps, non? peut-être pour ces scènes-là, mais après, par exemple, Ah oui. ici, c'est en Ultra HD, c'est mieux, ici en Full HD. Il y a quand même beaucoup de HD. Donc, c'est un oui. Par contre, après, j'ai choisi 4 types de contenu, sport, tout ça avec avec le même débit. Donc, tous ces changements-là, ici, par exemple, en 4K, Full HD, toujours Full HD. pourquoi il va prendre du 4K, c'est parce qu'il y a moins de mouvements par exemple. Non, c'est des images très statiques. Voilà, c'est la statique, c'est pour ça que j'ai dit. Ouais, Et là, en 4K tout le temps parce que ah non. il y a de la neige. Je vais être plus Non, C'est parce qu'il y a de la neige. 4K ici. Ah oui, parce que c'est pas très compliqué. Ah, c'est normal. C'est moins de détails, moins information spatiale, corporate, tout ça. Mais quelle violence. Allez, coupez la vidéo parce que là, c'est ça. Faut un avertissement au jeune public avant de regarder là. Ok. Et il reste une petite scène, mais c'est beaucoup plus facile pour le 4K. Ah ouais? Ok. Ah, c'est marrant, il arrive vraiment bien à se débrouiller là-dessus. Ouais, pourtant ça paraît Avec pas un moins, PSLR, c'est 55, 56. ça paraît pas moins riche comme Il n'y a pas beaucoup de textures. Non. Ah oui. Oui, un peu le public, un peu Roland Garros. Partout, c'est la chambre. Mais c'est les mêmes bases qui. Ouais, mais t'as intérêt à rester à haute résolution pour ton compromis parce que Et la- t'es sur un truc. Et la caméra est fixe. T'es sur un truc qui a vachement de détails et que tu peux allumer plus facilement. T'as intérêt à conserver en fait. Enfin, je pense. Parce que tu- Oui, pour du point de vue du PSNR. Ouais, je pense que du point de vue de ton optimisation, Ouais. tu as tellement de choses à représenter que tu as intérêt à rester à haute résolution pour avoir une meilleure. Un meilleur rendu. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément. Oui, t'as un peu comme c'est un deck. Ouais. Oui, parce que là, on regarde à chaque fois la résolution, mais il y a aussi. T'as deux axes, t'as la résolution et t'as l'occupé, c'est ça? Oui. Ok. Ah, super. Généralement, et juste une remarque rapidement, oui. Généralement, l'idée c'est d'utiliser pas le QP, mais le débit. Mais on a utilisé le QP pour assurer l'intersection des ponts. Car pour certaines vidéos, l'intersection se fait à 100 et 150 mégabits et d'autres sur quelques mégabits. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, on a choisi d'encoder en distance. Oui. On a essayé au début d'encoder en utilisant un range entre 0 et 40 mégabits. Et il y a plein de vidéos qu'on n'a voit pas l'intersection, surtout du ultra. Sur les méthodes de scaling, vous avez utilisé quel type de scale Langos filtre. Langos filtre. Filtre Langos. D'accord. Simplement, c'est ça. Vous avez essayé avec d'autres filtres Non. comment faire non, mais par exemple, si tu prends un filtre de scaling, une méthode d'un écran fini, enfin, si tu changes le filtre de scaling qui est utilisé, comment tu comportes ton BD rate Non, j'ai. Par contre, pour l'instant, on travaille sur des modèles de sous-programmation. Comme ça, c'est pour remplacer l'upscale conventionnel.
enfin, ouais, je sais pas si c'est ce que tu veux dire, Carlo, mais ce que j'ai compris, c'est que ça pourrait être intéressant de voir si quand tu changes l'algorithme de scale, par exemple, tu prends un autre genre de choix de public ou alors de la super résolution, de voir si ça change. Ça change les points de. Enfin, ça change beaucoup. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Je pense que ça dépend du codec et du type d'encodage. Car on a fait un review, on a essayé de faire des encodages software, l'encodage hardware, il dépend vraiment de ce faire